Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de Étranges lectures, une lecture par deux lectrices d'un livre qui s'intitule L'Aurore de Selahattin Demirtas. Selahattin Demirtas est un Kurde de Turquie, avocat de formation. Il est le leader charismatique du HDP, le Parti démocratique des peuples. Ce parti d'opposition pro-kurde est le plus progressiste du Proche-Orient, ancré à gauche, défenseur de la minorité kurde et abordant les questions féministes ou LGBT. Selahattin Demirtas a été incarcéré après la levée d'immunité des députés du HDP par le président Erdogan, dans le cadre des purges qui ont suivi le putsch manqué de 2016. Il est accusé de diriger une organisation terroriste, d'incitation à la haine et à la révolte, d'incitation à transgresser les lois, d'incitation au crime, d'apologie du crime et des criminels. Toujours en attente d'un procès, incarcéré dans la prison de type F, celle qui est réservée aux prisonniers politiques. Il est incarcéré depuis le 4 novembre 2016. Il risque une peine de prison de 142 ans. Ce livre, L'Aurore de Selahattin Demirtas, est un recueil de nouvelles. Il a été traduit du turc par Julien Lapère de Cabanès. Il a été édité en septembre 2018 aux éditions Emmanuel Colas. Ce livre a une dédicace, je vous la lis, à toutes les femmes assassinées, à toutes celles victimes de violences. Je m'appelle Mina. Il y a 2 mois, nous avons quitté Hama et la Syrie. Ma mère me serrait fort contre elle. Elle ne m'a pas lâchée de tout le trajet, à pied, dans des autobus bondés ou parfois dans des camions couverts de poussière. Les routes étaient toutes desséchées. On progressait par sauts de puce. Mais ma mère ne m'a pas lâchée. Sur la route, les gens parlaient sans arrêt. Dans le bus, certains pleuraient. Moi aussi, j'ai pleuré. Ils ont tué mon père à Hama. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont tué. Ma mère a beaucoup pleuré, et moi aussi. Notre voyage a duré très longtemps. 2 enfants sont morts et un vieux monsieur aussi. Des hommes leur ont creusé une tombe au bord de la route. Les tombes des enfants étaient minuscules. Leurs mères ont serré très fort les petites tombes. Elles ont beaucoup pleuré. Elles ne voulaient plus partir. Mais les hommes les ont tirées par le bras. Ils ont dit qu'on devait y aller. À un moment, on est arrivé quelque part et tout le monde était de bonne humeur. Des hommes nous ont annoncé que quand il ferait nuit, on irait au bord de la mer pour monter sur un bateau. Ils ont dit à ma mère qu'elle ne pouvait pas venir avec nous. Alors ma mère les a suppliés. Puis elle a tiré de son soutien-gorge 3 bracelets qu'elle a donnés aux hommes et ils ont dit « C'est bon, vous pouvez y aller aussi ». Il n'y a pas la mer dans notre village. Moi, je n'avais jamais vu la mer, ma mère non plus. Et sur le rivage, dans l'obscurité, on ne la voyait pas non plus. Les hommes nous ont fait monter à bord. Le bateau était plein à craquer. Ma mère me serrait contre elle, elle ne me lâchait pas. Les hommes nous ont dit de bien nous tenir au bateau. Ma mère s'accrochait à moi. Sur la mer, ça tanguait beaucoup. On ne la voyait pas à cause de l'obscurité. De l'eau salée m'a éclaboussé le visage. J'ai toussé, la faute au sel. Les vieilles femmes récitaient des prières, ma mère aussi. « N'aie pas peur, répétait-elle, c'est presque fini, on va bientôt arriver. » Moi, je n'avais pas peur. Le sel me faisait venir les larmes, et j'ai un peu pleuré aussi. Il y a beaucoup de vagues, ont prévenu les hommes. Ils criaient, ils nous répétaient de bien nous accrocher. Puis, le bateau a chaviré. Il n'y a pas la mer au village, seulement un petit ruisseau. Les poissons y nagent très vite. En vérité, notre ruisseau n'est pas si petit, il est plutôt grand. Le long du ruisseau, il y a des arbres, les nôtres. Une fois, mon père m'a fabriqué une balançoire accrochée à un arbre. Notre maison est située au bord du ruisseau. Ma mère m'avait fait une poupée avec de vieilles chaussettes, mais je l'ai oubliée dans le bus en venant. Notre maison était très belle. On est tous tombés dans la mer, mais ma mère m'a serré très fort. Comme il n'y a pas la mer dans notre village, on n'a jamais appris à nager. Ma mère non plus ne savait pas nager.
On a coulé toutes les deux au fond de la mer. Puis on est remonté un peu vers la surface. Mais les hommes nous ont donné des coups de pied et on a coulé de nouveau. Ma mère ne m'a pas lâchée. Elle me serrait très fort. Le sel brûlait ma gorge. Ma mère me serrait dans ses bras et moi, dans mon cœur, je lui disais « N'aie pas peur, maman ». J'avais juste envie de pleurer un peu. Ma mère n'a pas eu peur. Elle m'a regardé dans les yeux jusqu'au bout. On est resté au fond de la mer. Je m'appelle Mina. J'ai 5 ans. Il y a 2 mois, nous avons quitté Hama. Nous n'avions jamais vu la mer de notre vie. Cela fait 1 semaine que je suis au fond de la mer. Je suis la petite sirène, la fille de la Méditerranée, et maintenant la mer est devenue ma mère. Elle me serre très fort et ne me lâche pas, car toutes les mères aiment leurs filles. Nazo, femme de ménage. La Renault Station 83 que vous voyez là-bas, c'est la voiture du quartier. Et les gamins dedans, ce sont nos gars. Eux, ce sont les fils de Tante Alimé. Celui au volant, c'est l'aîné, Youssouf. Les 3 autres, ses frères, et puis leur cousin, Mouhitine. Et le galopin dans le coffre, c'est Souleyman, le fils de Mouhitine. Il bosse dans le placo, d'où le matériel dans le coffre. Quand ils trouvent du boulot, ils triment comme des fous. Ils forment une super équipe. Mais du travail, il n'y en a pas tous les jours. C'est Youssouf qui dégote les boulots. Tous les tâcherons du coin le connaissent. C'est un bon petit. Il a arrêté l'école en primaire. Il est fiancé à Suheila, une fille du quartier. Suheila, c'est la fille d'oncle Oran, concierge à la retraite. Le feu est passé au vert, on repart. Souleyman m'a aperçu au dernier moment. Il m'a fait coucou depuis le coffre. Et moi, je l'ai salué par la vitre du minibus. Je m'appelle Nazan. J'ai 18 ans. J'ai suivi l'école primaire, mais je n'ai pas pu aller au lycée. J'ai 2 petites sœurs. C'est notre mère qui nous a élevés. Mon père travaillait pour la municipalité de Mamac. Il est mort quand j'avais 5 ans. C'était un mécanicien hors pair. Il est mort écrasé sous le bus qu'il réparait dans le garage de la municipalité, lorsque le cric a dévissé. À sa mort, ma mère était enceinte de 8 mois. Il nous laissait une pension et ses magazines automobiles. Il était passionné de voitures. Tous les mois, il achetait un magazine auto. Il y découpait et collectionnait les images de voitures. Celle de ses rêves était une Mustang noire. Il avait collé le poster dans la cuisine. Il répétait toujours à ma mère qu'il allait bientôt s'en acheter une. Ma mère n'a jamais enlevé la photo de la Mustang. Elle est encore dans la cuisine. J'ai grandi en lisant les magazines que mon père nous avait laissés, d'où mon intérêt pour les voitures. Ma mère faisait des ménages, car la pension de mon père ne suffisait pas. À la fin de l'école primaire, j'ai commencé à aider ma mère dans son travail. Parfois, on laissait mes sœurs, Nébilé et Gulbahar, chez notre voisine, tante Asret. Dès que j'ai su bien faire le ménage, j'ai dit à ma mère « Reste à la maison, maintenant je m'en occupe ». Ça fait 1 an que je fais les ménages toute seule. Nous habitons à Mamac, dans le bidonville. Ici, tout le monde se connaît. Tout le monde est pauvre, mais la pauvreté ne fait grincer les dents de personne. C'est quand on descend en ville qu'elle nous saute aux yeux. Pour aller faire mes ménages, je prends le bus municipal. Je m'assois toujours près de la vitre. Mon truc, c'est de regarder les voitures et les gens à l'intérieur. Je passe le trajet à les observer quand le feu est rouge ou qu'il y a des embouteillages. En ce moment, par exemple, je suis à côté de la camionnette modèle Fargo d'oncle Haïdar. Il transporte du matériel, quand il en trouve, bien sûr. Il passe sa vie à attendre au coin de la rue qui débouche sur l'avenue principale. Il vient de Soroum. Il a 2 filles qui étudient à l'université. Sa femme, Bézimé, est malade. Elle est invalide. Elle s'est fait renverser par une voiture il y a 3 ans. L'homme qui l'a fauchée s'est enfui, pensant qu'elle était morte. Une de ses filles s'est retrouvée en garde à vue l'an passé. Il y a eu du grabuge à l'université, à cause des massacres de Sivas. Le feu est vert. On reconnaît tout de suite les voitures des gens de notre quartier. Elles leur ressemblent. Des vieux de la vieille, usés, qui sentent la pauvreté, la peinture écaillée, les cheveux en bataille de vieux modèles, les 2 mains sur le volant, car le volant c'est la bouffe.
Quand vous arrivez sur l'avenue principale, les voitures changent, les gens dedans aussi. Il y a des directeurs, des hommes d'affaires, des femmes qui conduisent, des beaux gosses. Leurs voitures sont plus neuves que celles de chez nous. Regardez par exemple, l'homme et la femme dans la Passat grise qui arrive à notre hauteur. Sûr que les deux travaillent. La femme peut-être dans une banque. L'homme en tant que directeur de quelque chose. Il va d'abord déposer sa femme à la banque, ensuite il ira au travail. Ils sont sans doute mariés depuis longtemps. On dirait qu'ils sont forcés de partager la même voiture. De temps en temps, ils échangent 2 mots sans se regarder. Le mariage s'est transformé en calvaire. Ils auront acheté la voiture à crédit en se partageant les mensualités. Seulement, l'homme se comporte comme s'il était le seul propriétaire de la voiture. L'avantage d'être au volant. Le trafic repart. Maintenant, c'est une saïne turque blanche à côté de nous, mal trafiquée. Les 4 jeunes qui sont dedans ne sont pas de chez nous, mais ils sont de la même espèce. Ils vont au travail, à tous les coups. Des congénères qui tournent dans le quartier tout le week-end pour prendre un peu l'air. Au feu rouge, sur la voie d'en face, une BMW 740 Bordeaux. Une voiture magnifique. Les propriétaires chez qui je fais le ménage ont la même. La plaque aussi est la même. Attends voir un peu. C'est Murad Bey au volant. Mais la femme à côté de lui n'est pas son épouse Sevgi. Sans doute une collègue de travail. Mon Dieu, voilà qu'il l'embrasse sur la bouche maintenant. Feu vert. J'ai du mal voir. Ou mieux, je n'ai rien vu du tout. Madame Sevgi est médecin, elle travaille aux urgences. Murad Bey a une entreprise de bâtiment. Ils sont mariés depuis 4 ans. Ils n'ont pas d'enfants, mais ils sont très amoureux. Enfin, ils avaient l'air. La place Kizile Meidani est fermée à la circulation. Je descends du bus, obligée de continuer à pied. Il faut que je monte dans un autre bus qui part de Kiziley. Madame Sevgi habite au 13e étage d'une résidence, à Shokum Rambar. J'y vais 2 fois par semaine faire le ménage. Les braves gens, ils me paient au-dessus du tarif habituel. Il doit y avoir une manifestation en cours à Kiziley. On a tiré des gaz lacrymogènes. L'odeur arrive jusqu'ici. Mes yeux commencent à me brûler, j'ai du mal à respirer. Les gens autour de moi, tous, comme s'ils étouffaient. Ils s'enfuient dans tous les sens. Et si je m'enfuyais, moi aussi? Le mieux, c'est que je traverse pour filer par la ruelle en face. Soudain, j'ai dû recevoir un vilain coup. On dirait que ma tête a explosé en 2. Je suis tombée, je suffoque. Oui, tout s'explique maintenant. D'accord, mais pourquoi je dois mourir? Qui m'a tué? Peu importe. Je laisse aux survivants le soin de régler le problème. Mon nez doit être cassé aussi, vu que je suis étalée face contre terre. Je contemple les événements assise au milieu de l'avenue, et tout semble trop réel pour être vrai. Le sang qui coule de mon nez envahit ma bouche. Des femmes se font traîner par les cheveux. Des jeunes tentent de crier des slogans sous les coups de matraque. Des gens lancent des pierres. D'autres essaient de se défendre en se servant de leurs pancartes comme des bâtons. Il y a des blindés, des canons à eau, des sirènes, des sirènes. Je suis dans l'ambulance, un masque à oxygène sur le visage. Il y a d'autres blessés avec moi, mais ils sont tous debout. Je suis la seule à être allongée. Comme personnel médical, il y a un homme et 2 femmes, dont l'une sans doute médecin. Le gars a une tronche gélatineuse, vraiment pas avenante. Doit dépenser toute sa paix en frime. Sûr qu'il n'a pas de voiture, rien que du gel dans les cheveux. La femme infirmière est plus discrète. D'un côté, elle fait son travail, et de l'autre, elle insulte ceux qui nous ont tabassés. Une syndicaliste à coup sûr, le visage en colère, mais les yeux débordants de chaleur. « Ça va ?» me demande-t-elle de temps en temps. Je secoue la tête pour dire oui. Elle ne doit pas avoir de voiture, mais elle est mariée. Le mari en aura une. Quant au médecin, elle est plus jeune que les 2 autres. Les infirmiers lui donnent du docteur sans compter. Mais elle, dans la panique, semble avoir oublié que c'est elle le docteur. Elle a l'air célibataire et sans voiture. La syndicaliste garde son sang-froid. C'est elle la vraie patronne de l'ambulance.
On dirait qu'on est arrivé. La porte de l'ambulance s'est ouverte. Ils m'ont sorti sur le brancard. On se dirige vers les urgences au pas de course. Les 2 gars qui tiennent le brancard ont l'air plutôt sereins. Pas de notre quartier, mais du même tonneau. Tu pourrais croire qu'ils ont fait ça toute leur vie, amener des brancards aux urgences. Célibataires tous les 2. Peut-être une moto d'occasion pour celui de gauche. Ils doivent être habitués à en voir de toutes les couleurs. Vu la manière qu'il a de crier dans tous les sens, celui-là doit être le médecin-chef, le grand patron. Les urgences sont bondées. C'est plein de blessés qui beuglent et gémissent. Les 2 professeurs me soulèvent d'un coup et me déposent dans un lit, puis ils reprennent leur brancard et s'en vont en courant. J'ai attendu un long moment dans ce lit. Je me suis tâté l'arrière du crâne. Mon cerveau devait pendouiller dehors. Puis j'ai regardé ma main en m'attendant à y trouver un bout de cervelle ensanglantée, mais elle était propre. Je me suis examinée de nouveau. Non, je n'étais pas blessée, mais j'avais les mains gonflées comme si elles allaient exploser. Des infirmiers en blouse, hommes et femmes, se sont précipités vers moi. Ils bougeaient si vite dans tous les sens que je n'ai pas compris qui était qui. Ils étaient tous très jeunes, sûrement des étudiants en médecine, célibataires et sans voiture. « Professeur, la patiente a reçu un coup à la tête. Elle a peut-être le nez cassé, » a dit l'un d'entre eux. La femme médecin qu'ils appelaient professeur a penché sa blouse blanche sur moi et m'a examiné le crâne, le visage. En croisant son regard, je l'ai soudain reconnue. « Madame Sevgi !» Elle m'a regardé bizarrement. « T'es qui? Je te connais pas. » Je devais être méconnaissable. « C'est moi, Nazan, » je lui ai dit. « Mon Dieu, Nazan, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» J'ai ouvert les mains pour dire que je n'en avais pas la moindre idée. « D'accord, je vois. On va tout de suite faire une radio, » elle a dit. On m'a fait une radio et on m'a remise à la même place. Après l'avoir examinée à côté de mon lit, Madame Sevgi a dit « Bon, rien de grave, pas de fracture, ni de déchirure, ni d'hémorragie interne. Mais tu vas quand même passer la nuit en observation. On fera d'autres examens demain. Ils vont te faire un pansement et te mettre une perfusion pour soulager un peu la douleur. » Ma mère, j'ai dit. Il faut prévenir ma mère. Ne t'en fais pas, je l'appellerai moi-même. À ce moment-là, des policiers sont arrivés, un talkie-walkie à la main. « Où sont les blessés qui étaient à la manifestation ?» a demandé l'un d'eux aux urgentistes. Personne n'a répondu. Le sergent s'est énervé, il a crié. « Qui est le responsable ici ?»« C'est moi, » a dit Madame Sevgi en s'avançant. Et elle s'est présentée. Le chef a répété sa question. « On n'en sait rien, » a répliqué Madame Sevgi. « On est là pour guérir les gens. Ça ne nous intéresse pas de savoir qui est qui. » Le sergent lui a jeté un regard noir. « Prenez les cartes d'identité de tous les blessés, » a-t-il ordonné aux autres policiers. Madame Sevgi s'est interposée. « Vous nous empêchez de faire notre travail. Vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Quand on aura fini de les soigner, vous pourrez faire le vôtre. »« Prenez aussi les papiers du docteur, » a répondu le sergent d'un air menaçant. Madame Sevgi est revenue à mon chevet. Quand un des policiers a voulu me prendre ma carte d'identité, elle l'a retenu en lui disant « C'est ma femme de ménage, elle est tombée dans les escaliers en nettoyant. » Le policier l'a regardé. Il paraissait convaincu. Il était très jeune, l'air pauvre, pas de voiture. Mais derrière, le sergent a crié « Prenez-la quand même !» Le sergent venait d'un milieu pauvre, mais sa voiture le faisait un peu oublier. Sans doute une Ford Mondeo d'occasion. Madame Sevgi allait protester. « Si ce que vous dites est vrai, il n'y aura pas de problème, docteur, ne vous en faites pas », a lancé le sergent sur un ton sarcastique. Madame Sevgi s'est tournée vers moi. « Donne-leur ta carte d'identité, ne t'inquiète pas. Je vais appeler Murat, il préviendra ses amis avocats. » Et moi, j'ai pensé à Murat Bey avec la fille dans sa BMW. Ça m'a fait de la peine pour Madame Sevgi. Ils ont ramassé les cartes d'identité et laissé 2 agents pour monter la garde à l'entrée. Ensuite, les pansements, le sérum et les antidouleurs m'ont calmé. Ils m'ont fait un bandage sur le nez. Je sentais que le pourtour de mes yeux était gonflé. Je m'étais écorché le genou en tombant par terre. Ça me faisait très mal. Quelques heures plus tard, le sergent et ses hommes sont revenus et nous ont emmenés à garde à vue, moi et 8 autres blessés.
Madame Sevgi a eu beau insister, ils n'ont rien voulu savoir. Je me suis assise à la fenêtre dans le fourgon et on a démarré. Le gamin qui conduisait le 17 à côté de nous était clairement un fils à papa. Il mettait la musique à fond et battait le rythme avec sa main posée sur le volant. Peut-être qu'il avait payé pour étudier dans une université privée. Avant la fin de l'année, il en aura marre du 4x4. Il prendra une Mercedes CLX. C'est son père qui lui offrira. Il a raison, le môme. Il n'est pas du quartier. Alors autant qu'il en profite. Feu vert. J'ai passé la nuit seule dans une cellule du commissariat. C'était une nuit de cauchemar, dans un demi-sommeil. Le matin, ils m'ont annoncé. Ton avocat est arrivé. Il était envoyé par Murad Bey. Je lui ai tout expliqué. Bien, a dit l'avocat. Ne t'en fais pas, on fera tout notre possible pour éviter le tribunal. L'homme était marié. De toute sa vie, il n'avait jamais mis un pied dans notre quartier. Il conduisait peut-être une Volvo S70. Comment ça, le tribunal? J'ai rien à faire au tribunal, je me suis écriée. Je comprends, seulement il y a ta photo à la une aujourd'hui, a-t-il répondu en sortant le journal de sa mallette. Sur la première page, titrée « Les Vandales », il y avait une photo de moi, le visage en sang au milieu de l'avenue. D'accord, mais moi j'ai rien fait, ai-je dit inquiète. L'avocat m'a conseillé de garder le silence face aux policiers et de tout raconter au juge d'instruction, exactement comme ça s'était passé. Si j'étais renvoyée en prison, alors on se reverrait, a-t-il ajouté en me serrant la main. Et il est parti. Dites à ma mère que je vais bien, lui ai-je lancé tandis qu'il s'éloignait. Et il m'a fait oui de la main. Une femme policier m'a attrapé par le bras pour me ramener en cellule. Elle était de chez nous. Peut-être que sa mère faisait des ménages pour qu'elle puisse étudier. Célibataire, et rêvait maintenant d'avoir sa propre voiture. 2 jours plus tard, ils m'ont sorti de ma cellule. Vous partez au tribunal. Il y avait encore 4 femmes avec moi en garde à vue. Dans le fourgon, j'étais assise à côté de la fenêtre. Quand le bus a été plein, on a démarré. Pendant qu'on descendait d'Oulouse à Souillet, j'observais la femme au volant de la Ford Focus qui roulait à côté de nous. Représentante dans l'industrie pharmaceutique, à coup sûr. Fringues chic, mini-jupe et des lunettes de soleil qui disaient « Je ne suis pas de votre quartier ». C'était la voiture de la boîte. Elle était célibataire, la nana, et on aurait dit qu'un grand drame couvait sous son masque de félicité. Elle savait que son bonheur, comme la voiture qu'elle conduisait, était la propriété de l'entreprise. Feu vert. Le procureur m'a posé des questions courtes, je lui ai donné des réponses courtes. Un jeune procureur, pas encore tout à fait débarrassé de son odeur de pauvre. Marié, il devait avoir une Nissan Almera d'occasion. Il détestait la pauvreté et il conduisait à toute allure pour s'en éloigner le plus vite possible. Une seule fois, il m'a regardé. Mon avocat a dit quelque chose comme « Remettez-la en liberté ». « Attendez dehors », a dit le procureur. On a patienté 3 à 5 heures dans le couloir, debout. Quand toutes les auditions ont été terminées, ils m'ont mis à part avec une vingtaine d'autres, sous le motif « incarcération immédiate ». Quoi? Quelle incarcération? Ai-je demandé en sanglotant. L'avocat a essayé de me calmer. Peu après, on était devant le juge. Il m'a posé les mêmes questions. J'ai donné les mêmes réponses. Le juge était marié. Il avait oublié ce qu'était la pauvreté. Conduisait peut-être une Skoda superbe, neuve, noire, siège en cuir. Le soir, on nous a conduits à la prison de Sincan. Ils ne m'ont pas mise à la fenêtre dans le fourgon. J'ai tiré la tronche tout le trajet. On n'entendait pas autre chose que les grésillements des talkie-walkie. À l'entrée de la prison, les matrones nous ont ordonné de nous déshabiller pour nous fouiller. Elles étaient toutes des nôtres. Elles savaient qu'elles ne quitteraient jamais leur pauvreté d'origine. Même rêver d'une voiture était hors de leur portée. C'était pourtant pas notre faute si elles étaient pauvres. Mais elles nous traitaient comme si c'était le cas. Je suis en prison depuis 6 mois. Dans la cellule, on est 8 copines, toutes des joyeuses luronnes du quartier. Dans 2 mois, j'irai au tribunal pour être jugée. Ma mère vient me voir chaque semaine. Elle a recommencé les ménages.
Madame Sevgi m'a transmis ses salutations. La première fois qu'elle est venue, ma mère a fondu en larmes. Mais maintenant, ça va mieux. La semaine dernière, c'était mon anniversaire. Les copines m'ont fait un gâteau avec des biscuits en forme de voiture. On s'est bien marré. Je suis la fille de mon père, d'un homme qui rêvait de Mustang et qui a fini sous la vieille carcasse d'un bus municipal. Je suis ici parce que je suis une prolétaire. Je n'ai jamais de ma vie participé à une manifestation. Pourtant, ça m'a permis de voir notre quartier d'un autre œil. Peut-être que je ne resterai pas longtemps en prison, mais ces 6 mois auront suffi pour que j'apprenne à mieux me connaître. Et puis j'ai découvert une chose importante. Si tu marches droit devant toi, avec courage et détermination, tu arriveras plus vite que beaucoup de voitures. C'est moi, Nazo, femme de ménage. À nous deux, Ankara. Je peux me tromper. Mais la vie est très longue. Est-ce une situation inhabituelle? Je ne crois pas. Il en a toujours été ainsi au Proche-Orient. Des bombes, humaines ou non, qui explosent quelque part, les corps déchiquetés, un pauvre bazar sans dessus-dessous. 68 morts. 68 en toutes lettres. 3 jours plus tôt, une autre explosion en a fait 43. S'il est vrai que la mort est une chose banale et ordinaire, ne serait-ce pas nous qui exagérons un peu, nous qui en avons fait un événement extraordinaire? Des gens meurent, voilà tout, et par paquets. D'ailleurs, la bombe qui explose à midi à Alep retentit peu aux oreilles des habitants de l'Australie qui, au même instant, sortent dîner au restaurant. Quant aux Canadiens de Toronto, qui à cette heure-là courent pour ne pas être en retard au travail, ils ignorent encore tout de cette explosion. Ils l'apprendront bientôt aux informations, mais la plupart d'entre eux ne prêteront pas longtemps attention à cette explosion ordinaire. La ville la plus proche d'Alep est Antioche, en Turquie. Les habitants d'Antioche sont si proches d'Alep qu'en tendant bien l'oreille, ils pourraient entendre l'explosion de chez eux. Les mezzés d'Antioche sont célèbres. Sa cuisine est très variée. Riche de toutes les cultures qui s'y sont mélangées depuis la nuit des temps, il n'y a rien qu'on ne retrouve pas dans la cuisine d'Antioche. Tout ce que les Arabes, les Arméniens, les Syriens, les Turkmènes, les Kurdes, les Persans et les Grecs ont pu boire et manger, les habitants d'Antioche en ont pris note, en se disant que ça pourrait leur servir un jour. Et ils s'en sont servis tous les jours. Les voyageurs de passage à Antioche qui quittent la ville sans avoir goûté à ses délices ne savent vraiment pas ce qu'ils ratent. 68 disparus. Le meilleur plat que font les Arabes d'Antioche et qu'on pourrait qualifier de véritable œuvre d'art est le kebab arabe. Il vous faut le déguster dans une petite gargote traditionnelle du vieux marché. Maître Hamdoullah est un artisan débonnaire tel qu'on le rencontre souvent dans les romans. À force d'entendre parler de lui et de sa cuisine, les touristes se sont mis à fréquenter assidûment son restaurant. Légèrement préoccupé par cette affluence inédite, notre cher maître a acheté quelques arbres en plastique qu'il a installés çà et là autour de son local dans l'idée que ça lui donnerait un coup de neuf. C'est le barbier d'en face, Sadreddine, qui lui a soufflé l'idée. « Il faut que tu changes un peu de concept, mon frère. Regarde, les touristes commencent à affluer dans la rue et si chacun met un coup de peinture fraîche à sa boutique, on va enfin devenir une grande avenue touristique. » Il s'en est souvenu, maître Hamdoullah. Les arbres en plastique ont dépoussiéré le décor. Les plats sont toujours les mêmes, mais vous pouvez désormais les déguster au milieu de la verdure dans une ambiance sylvestre. On voit seulement un peu trop que les arbres sont en plastique, c'est du bas de gamme. Maintenant qu'ils sont couverts de poussière, l'effet est plutôt contre-productif, mais qu'importe. La cuisine est délicieuse. 68 âmes rendues. Il n'y a qu'un seul serveur. Il prend tout son temps pour aller de l'une à l'autre des 7 tables du restaurant. C'est le neveu de maître Hamdoullah. Il fait le serveur depuis qu'il est gamin, ça fait 19 ans aujourd'hui. Il s'appelle Bereket. Bereket a 2 enfants. Sa femme est morte l'an dernier dans un accident de la route. Enfin, elle a été renversée par un véhicule qui allait trop vite. Le bus municipal lui est rentré dedans.
La pauvre femme est morte sur le coup. C'est une triste affaire. Un accident de la route et une mort malheureuse. Bereket est très attaché à son travail et à son patron. Il fait son devoir avec enthousiasme. Il vous apporte les plats avec une telle grâce qu'on dirait qu'il exécute une performance artistique, pour le seul plaisir de voir briller ne serait-ce qu'une once de bonheur dans les yeux des clients. Tout est excellent, mais la viande en particulier est succulente. 68 corps déchiquetés. Les prix sont spectaculairement bon marché. Nous avons bu et mangé à 3 personnes, plats et desserts inclus, et quand l'addition est arrivée, nous avons presque protesté tant c'était peu cher. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est la tranquillité de maître Hamdoullah. Son restaurant a beau être plein à craquer, il sert calmement les commandes des clients et tend les assiettes l'une après l'autre à Bereket, depuis son comptoir, sans se départir de sa sérénité, sans que l'expression de son visage varie d'1 millimètre. En une semaine, je suis allée manger 3 fois chez maître Hamdoullah et j'ai assisté chaque fois exactement à la même scène. Maître Hamdoullah est originaire d'Alep. Son grand-père s'est installé à Antioche, cela fait plus de 60 ans que sa famille y vit. C'est une famille connue, restaurateur de père en fils depuis 3 générations. Ses oncles possèdent des boutiques de tissus dans le bazar historique d'Alep. Avant la guerre, ils se rendaient fréquemment visite les uns les autres. Quand la guerre a éclaté, tous les parents de Hamdoullah qui étaient à Alep ont fui à Antioche, comme tant d'autres. Lui a installé une tente dans le jardin de sa maison à 2 étages et ils ont vite été 48 personnes à loger au même endroit. Maître Hamdoullah a été obligé de demander aux locataires de l'étage inférieur de quitter les lieux, ce qui a facilité les choses. Il ne s'est jamais marié, notre cher maître. Il ne s'est jamais remis du mariage à 16 ans de Rukiye, la fille de sa tante, qu'il avait connue à Alep étant enfant à l'occasion des visites familiales avec son père, et dont il était tombé éperdument amoureux. Il n'a plus jamais aimé personne d'autre. Rukiye habite désormais chez lui avec ses 2 enfants et son mari dans l'une des chambres du rez-de-chaussée. Tous les matins, le maître s'empresse de quitter la maison très tôt pour ne pas avoir à la croiser. Que Rukiye s'en souvienne ou non, c'est maintenant une cause perdue. Elle est toujours aussi belle, Rukiye. D'une beauté à se pâmer, qu'on ne se lasse pas de regarder. Regarder est le mot juste, car entre elle et lui, tous ces jours-ci, il ne se passe rien de plus qu'un regard furtif d'une petite seconde, lorsque par hasard il tombe nez à nez. « Allez, salut !» dit le maître farouche avant de s'enfuir, comme s'il abandonnait tout sur place et s'en allait accomplir un dessein secret et ignoré de tous. 68 morts, bon sang. Aussi n'est-il plus vraiment chez lui à la maison. Il se contente d'y entrer discrètement lorsque tout le monde dort, pour immédiatement se mettre au lit et ne plus le quitter. Il tremble même à l'idée que l'on puisse découvrir la cause de son agitation. Cette peur que quelqu'un s'aperçoive que la flamme de son amour pour Rukiye, après tant d'années, brûle avec une ardeur nouvelle, l'a même incité à ne plus rien dire du tout à Bereket, avec qui les conversations étaient déjà pour le moins limitées. Que personne ne s'en aperçoive, certes, mais puisse chaque nuit, dans une chambre du rez-de-chaussée, ses regards furtifs enivrer Rukiye et l'accompagner au pays des rêves sans parole. La savoir prisonnière de ce guêpier de 48 personnes, est-ce une torture ou un bonheur? La question demeure sans réponse. Ne dit-on pas que ce qui tombe du ciel, la terre doit l'accepter? En tout cas, les voilà réunis sous le même toit après tant d'années. Les choses étant ce qu'elles sont, et bien qu'on ne puisse rien y changer, personne ne fera taire le chant d'espoir de l'oiseau qui est venu se percher sur ce toit-là. Le jour, il s'enfuit de lui-même, cet oiseau éloquent, mais la nuit, quand il est seul dans son lit et qu'il ferme les yeux, on ne l'arrête plus. Le sommeil lui redonne sa liberté. Oiseau à qui les rêves rendent toute son audace, son impudence. Le plus terrible est de devoir se réveiller, attaquer une nouvelle journée. Si seulement on pouvait encore traîner un peu au lit quelques secondes, allez,
Sur le marché d'Alep, au milieu des étals, on dirait qu'on tourne une scène d'un film triste, soudain figé par l'horreur. Depuis que la guerre a éclaté, les marchés ont perdu leur joie, leurs couleurs, leurs odeurs. Les rares endroits où l'on peut encore vendre et acheter un morceau à se mettre sous la dent ressemblent aux chambres nues d'un hôpital. 68 corps humains déchiquetés, requillés parmi eux. 2 jours plus tôt, elle avait quitté Antioche avec son mari pour aller faire des courses à Alep. Le soir, ils étaient sortis acheter à manger sur le marché. Le kunéfé, d'Antioche aussi est fameux. Allahu Akbar, ont crié les assassins avant de se faire exploser sur le marché. Tandis qu'à Alep, le corps de Ruqiyya était déchiqueté, Maître Hamdoullah, dans l'arrière-boutique, priait sur son tapis. Au moment de dire Allahu Akbar, il a ressenti une douleur dans la poitrine et soupiré, en pensant que ce devait être l'âge. Toute la singularité du kunéfé vient du fromage. Bien sûr, la technique de cuisson n'est pas la même à Antioche qu'ailleurs. Lorsque ses clients expriment le désir de manger un bon kunéfé, Maître Hamdoullah le fait venir de chez Djemil, la boutique voisine, spécialiste du dessert. Il sait pourtant faire un excellent kunéfé lui-même, mais depuis que Djemil a ouvert juste à côté, il a cessé d'en proposer au menu pour ne pas concurrencer son nouveau voisin. Au milieu des cadavres, son mari a réussi à reconnaître quelques morceaux de Ruqiyya, encore moulés dans ses habits, et il les a ramassés. Maître Hamdoullah n'a pas eu la force d'assister à l'enterrement, ni même d'aller sur la tombe de Ruqiyya. Le lendemain du drame, lorsque ses derniers clients furent partis, il s'est enfermé à clé dans la boutique. Il a ouvert l'armoire à pharmacie et a avalé d'un coup toutes les pilules qu'il a trouvées. Le restaurant est resté fermé 3 jours pour cause de deuil. C'est Bereket qui l'a repris en main. Et Djouma, le mari de Ruqiyya, est devenu le serveur de Maître Bereket. Les 2 enfants de Ruqiyya font un peu de ménage, courent dans tous les sens au milieu de la boutique. Si vous passez par là, allez voir Maître Bereket. Et si vous avez le temps, restez pour déjeuner. Le kebab arabe y est toujours aussi délicieux. Quoi qu'il en soit, la cuisine d'Alep a une longue histoire.